Dans l'épisode précédent, nous avons résolu toutes les questions techniques, installé la suspension pneumatique et effectué une sortie complète, qui a montré que tout était assemblé de manière fiable et fonctionnait parfaitement. Nous pouvons donc passer à l'étape suivante, ce à quoi s'est attelé Kolya. On dirait que tout est prêt et qu'on peut passer à l'étape suivante. Cela consiste à tout démonter, à souder ce qui ne l'a pas été, à peindre ce qui n'a pas été peint, à assembler ce qui ne l'a pas été. Ici, tout est extrêmement simple. Au départ, nous avons installé tous les éléments en mode test, nous les avons testés longtemps pour comprendre si cela fonctionnait ou non et si cela nous convenait. C'est pourquoi la plupart des éléments d'ancrage et des structures étaient fixés par point de soudure, car nous avons dû plusieurs fois refaire ou déplacer certaines choses. Maintenant, on peut dire avec certitude que tout est à sa place, fonctionne parfaitement et nous convient entièrement. Il n'y a rien. Tout a été retiré, mais lors du démontage, d'autres choses sont apparues. Par exemple, j'ai soudé ce tube pour rien ici, on n'a pas pu retirer le couvercle du PDM. Mais ça veut dire qu'il faudra améliorer ça. Sinon c'est tout, le châssis est prêt, il n'y a plus rien dessus. Ah, enfin, il reste les portes. Et voilà un tas de pièces détachées et d'éléments. Avant de remettre les pièces et les éléments à leur place, il faut préparer ces emplacements. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Tout d'abord, nous soudons ce qui avait été fixé par des points de soudure. J'ai soudé tout le châssis principal, partout où nous n'avions pas terminé. J'ai aussi soudé partout pendant le processus de travail. Maintenant, il est temps de nettoyer. Nous avons commandé toutes sortes de matériaux auprès des gars de G2. Nous allons tout nettoyer. Des disques en fibre, des disques à lamelles, toute une boîte de trucs sympas. Nous allons tout essayer, tout étudier. Peut-être qu'en parallèle, nous vous ferons découvrir certaines choses. L'étape suivante, après avoir bien tout soudé, consiste à nettoyer les soudures et à préparer la surface pour l'après. Cela a pris toute une journée complète. Le lendemain, nous apportons l'armature préparée dans la cabine de peinture. Mais dans notre cas, il s'agit d'une cabine de peinture très sommaire. Il serait sans doute plus juste de l'appeler une cabine d'après. Avant d'appliquer l'après, nous soufflons bien toute la surface et la dégraissons. Ensuite, nous appliquons l'après noir. Pour anticiper un peu, je dirais qu'on en a utilisé pas mal. 6 litres. Mais l'aspect change littéralement sous nos yeux, et la serre terne en profilé métallique se transforme en une carrosserie plutôt sympa. Alors, les gars, hier, en dégraissant, j'ai compris qu'il valait mieux dégraisser et peindre en 2 étapes. On va d'abord peindre le haut, on dégraisse et on peint le haut, puis on fera le bas. Parce que si je dégraisse tout, je vais quand même marcher sur le bas et tout salir. C'est pourquoi hier j'ai peint le haut, et aujourd'hui, je vais tranquillement peindre le bas. Le lendemain, comme vous l'avez compris, nous finissons d'apprêter la seconde moitié inférieure de la carrosserie. L'étape suivante consiste à déplacer le châssis à l'endroit de l'assemblage final. C'est de là qu'il doit partir pour de bon. Ici, vous vous demandez sûrement où sont passés les 6 litres d'après. Eh bien, voici la réponse. En plus du châssis principal, nous avons plusieurs dizaines d'éléments supplémentaires qu'il faut également apprêter, ce à quoi Kolya s'est justement attelé. Il est temps d'assembler notre grand jeu de construction pour petits adultes, un jouet télécommandé. Tout est déjà peint, enfin presque tout. Il est peu probable que nous n'ayons rien oublié. Nous avons sûrement laissé passer quelques petits détails, mais nous réglerons ça au fur et à mesure. Tous les gros éléments sont peints et préparés, puisque la voiture était déjà fonctionnelle. Tout se dirigeait, freinait, s'ouvrait, cliquetait, tout marchait. C'est déjà l'assemblage final, donc nous allons commencer en avançant. Je pense que des questions ou des problèmes vont surgir, nous les résoudrons en parallèle. Voilà, on installe le pont, on va probablement commencer par le dessous, par le châssis, et petit à petit, on va l'équiper. Ensuite, tout suivra le plan prévu. Tout d'abord, nous nous sommes occupés de la suspension, déjà fixée très judicieusement au pont arrière. L'étape suivante, c'est la suspension pneumatique. Nous remontons tout ce qui avait été démonté pour la peinture et l'assemblons comme un jeu de construction, pièce après pièce, comme un puzzle. Et encore quelques réflexions sur le projet. En réalité, la dernière année, l'image globale n'a pas changé. Bien sûr, ce n'est pas intéressant pour le spectateur. Et pour nous, ce n'est pas facile moralement de faire quelque chose sans voir de changement significatif. Mais aujourd'hui, on peut dire avec certitude que nous avons enfin débloqué la situation. Derrière nous, un énorme travail a été mené à bien. Quoi qu'il en soit, nous avons fabriqué une véritable voiture électrique.
Oui, avec ses particularités et difficultés, mais elle est prête. Il ne reste qu'un travail simple et compréhensible. Et surtout, ce travail pourra être vu et apprécié. Selon le plan, nous terminerons complètement l'extérieur en 2 épisodes, puis il ne restera plus que l'habitacle. C'est aussi un travail clair, relativement simple, donc dans un avenir proche, ce projet sera également terminé. Je pense, sûrement cette année. Le prochain et dernier élément du puzzle, ce sont les batteries. Dans l'épisode précédent, nous les avons assemblées en 2 grands blocs qui se sont parfaitement placés le long des 2 côtés, puis nous les avons testés, nous avons constaté que tout fonctionnait parfaitement, ce qui signifie que nous allons maintenant les fixer de façon permanente. Mais avant cela, nous recouvrons les boîtiers de plastique afin de créer une structure hermétique. Nous avons pris les mesures, découpé le plastique à la taille nécessaire et nous sommes lancés dans l'assemblage d'un autre kit. Une fois que tous les panneaux ont été ajustés, nous les avons peints en noir. Pour finir, nous avons tout collé avec du mastic et soigneusement siliconé les joints. Après une journée de travail, nous avons obtenu 2 boîtes noires de ce type, qu'il ne reste plus qu'à installer à bord. Un cric, 2 complices, et c'est prêt. C'est maintenant au tour des travaux de vitrage de notre fourgonnette. Nous n'avons pas encore complètement décidé quelle épaisseur de polycarbonate choisir. Nous avons décidé de commencer avec du 6 mm. Nous avons acheté une plaque, elle est transparente. Nous allons ensuite la teinter et la rendre miroir. Nous avons pris une demi-plaque de 6 mm, ce qui coûte assez cher pour un morceau de plastique. Et maintenant, nous allons essayer de l'installer sur notre serre. Pour l'instant, on le fixe temporairement avec des vis autoforeuses, juste pour voir si l'épaisseur nous convient parfaitement, s'il n'y a pas de vibration indésirable ou autre problème. Et ensuite, on l'accroche définitivement. Au final, nous avons posé la plaque de polycarbonate de 6 mm sur la carrosserie, regardé, touché et décidé qu'elle était un peu trop fine. Mais puisque la plaque était déjà en place, nous avons décidé d'en profiter pour tracer les dimensions et la forme de l'arche. Quelques coups de marqueur. Et on retire à nouveau ce vitrage qui n'a pas abouti. Nous avons finalement décidé que le 6 mm ne serait pas assez rigide, alors nous avons pris du 8 mm. Ça ne paraît que 2 mm de plus, mais en réalité la plaque est bien plus solide. Très élastique et lourd, nous avons pris une plaque entière de 2 par 3 mètres. Précédemment, nous avions mesuré une demi-plaque et il nous aurait fallu faire un raccord. Ça rentre tout juste dans les 3 mètres, donc nous allons renoncer au raccord, nous ferons un faux raccord, on dessinera simplement une petite bande noire à cet endroit, tout sera joli. Il faut encore mesurer la plaque sur la voiture, mais elle est vraiment trop lourde, 2 personnes ne peuvent pas la tenir, donc nous utilisons l'ancien gabarit pour faire un essai. Une demi-plaque de 6 mm. Nous avons percé des trous. Nous allons percer là où ils doivent être. Et pour que ça tombe juste du premier coup, nous accrochons la plaque sur la voiture. Ensuite, nous traçons tout ce périmètre. On découpe, on peint et on installe sur la voiture. Et voilà en fait pourquoi nous avions tracé la précédente plaque qui ne convenait pas. Nous allons percer ce trou pour pouvoir l'accrocher sur la voiture. Nous l'avons déjà sur notre voiture. Et ici, il y en a encore un. On va aussi percer celui-ci au cas où, car la plaque est vraiment lourde, même à 2, c'est très difficile de la tenir. Finalement, nous avons opté pour du polycarbonate monolithique de 8 mm. Il ne faut pas le confondre avec du plexiglas, ce sont vraiment 2 choses différentes. Les gars ajustent ce polycarbonate. Ici, c'est le même procédé. D'abord, on a appliqué la plaque contre le côté, marqué, retiré et commencé à la découper à la bonne taille. Nous avons découpé notre polycarbonate aux dimensions requises. Nous l'avons ensuite suspendu pour un contrôle visuel. Et maintenant, une nouvelle tâche importante nous attend. Les endroits précis où il sera collé doivent impérativement être peints en noir. La structure sur laquelle il sera collé ainsi que toute cette largeur. Les points de jonction. Nous devons appliquer quelque chose de noir de manière appropriée.
Il n'existe probablement pas de technologie spécifique pour coller le polycarbonate au métal, c'est pourquoi nous allons utiliser la technologie automobile employée pour coller les pare-brises. Mais il y a un gros « mais ». Le verre automobile est du verre au sens propre du terme. Alors que dans notre cas, il s'agit de plastique, du polycarbonate monolithique. C'est-à-dire que, pour du verre ordinaire, on applique la colle sans préparation. Mais pour coller du plastique, il faut le préparer d'une certaine manière. J'ai quelques idées à ce sujet. Nous allons maintenant improviser et tester la méthode que j'ai personnellement imaginée. Donc, le polycarbonate est un matériau assez gras, il faut absolument le préparer minutieusement. Pour cela, nous allons le poncer avec soin. J'ai pris plusieurs échantillons distincts, nous allons les coller avec précision et voir si cette méthode que j'ai inventée fonctionne réellement. Si tout marche comme prévu, voici le plan. Nous allons faire la voiture, la poncer. J'ai pris différentes gradations de polycarbonate. Pour comprendre quelle rayure est nécessaire, il nous faut du papier abrasif, du scotch-brite et une éponge qui matifie légèrement, genre 240 ou 320. Je pense que cela crée une bonne rayure pour l'adhérence. Pourquoi ne peignons-nous pas tout ce périmètre, cette zone, simplement avec un primaire? Parce que ce serait un écart important par rapport à la technologie. Il s'applique avec un tampon en une couche épaisse et humide. Il sèche instantanément car il a une base nitro. Et si, lorsque nous appliquons avec le tampon la première couche sèche et que nous passons une deuxième couche dessus, la seconde dissout immédiatement la première, qui se fissure alors. C'est à propos de la technologie, du fait que nous ne pouvons pas, avec un rouleau ou un tampon, peindre un périmètre aussi grand que celui dont nous avons besoin. L'appliquer avec un pistolet à peinture serait... C'est catégoriquement incorrect. Je le répète, il a une base très volatile, il s'évapore très rapidement et lors de la pulvérisation au pistolet, il sera déjà sec. Ce n'est pas une couche humide. Je pense qu'une telle chose est inacceptable dans cette technologie. Nous allons peindre le périmètre avec une base noire ordinaire, automobile, et sur celle-ci, ou plutôt sur la base noire, nous appliquerons le primaire. On peut aussi utiliser un accélérateur, mais dans ce cas, cela fait un sandwich de 3 couches. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout compliquer autant. Notre base a séché. Maintenant, nous appliquons le primaire. Nous attendons 1 minute. Et nous collons nos échantillons avec de la colle pour verre. Mais pendant que nous attendons les résultats du test, nous avons le temps de préparer le polycarbonate. Tout d'abord, nous ponçons soigneusement les bords, ceux qui seront visibles à l'avenir, et le marqueur sert de couche de contrôle. Après quelques heures de ponçage, on peut passer à l'étape suivante. Il faut maintenant marquer les zones qui seront en contact avec la carrosserie. Nous avons tracé les repères, découpé le film de protection et commencé à l'enlever tout autour. Le polycarbonate est protégé des deux côtés par un film de protection qui nous a beaucoup aidé pour le masquage. Au lieu de tout recouvrir de ruban de masquage sur le pourtour, nous avons simplement procédé avec soin. Nous avons découpé le film avec un cutter pour ne pas abîmer le polycarbonate. Là où c'était nécessaire, nous avons retiré le film. Maintenant, nous traçons la ligne, nous matons, nous appliquons la base tout en même temps. Et ensuite, lorsque nous enlèverons le film de protection, la partie dont nous avons besoin restera transparente. Et celle qu'il faut sera peinte. Avant de peindre, nous dégraissons. Mais nous savons tous que le plastique est très statique. Le polycarbonate en particulier aussi. Toute la saleté y adhère, donc un simple dégraissant ne suffira pas. Il faut un dégraissant à base d'alcool avec un effet antistatique. Sinon, la peinture sera, disons-le gentiment, de mauvaise qualité. Beaucoup de poussière et de saleté vont s'y déposer. Il faut aussi dégraisser avec précaution, sans trop frotter la surface. Parce que lorsque l'on frotte trop fort, qu'est-ce qu'on crée? De l'électricité statique. On passe à l'application de la base.
nous avons ajouté 5% de durcisseur à la base pour plus de solidité. Ensuite, il nous faut une couche aussi fine que possible afin que, lorsque nous enlèverons le film de protection, il n'y ait pas de grosses marches et que la délimitation soit propre. En effet, si l'on applique une couche épaisse et que l'on recouvre toute la surface à peindre, lors du retrait du film, cette couche épaisse va s'effriter et la délimitation ne sera pas nette. C'est pourquoi il faut une couche aussi fine que possible, juste pour la couleur. Et on pulvérise délicatement à basse pression. 24 heures se sont écoulées. Nos échantillons ont déjà adhéré. Et il est temps de vérifier comment tout cela va tenir. Ici, il s'agit simplement de polycarbonate avec un primaire. Il n'a pas été poncé ni rien. Étonnamment, ça tient même mieux que ce que je pensais. La colle, elle est restée sur cette surface et sur celle-ci. Et à l'intérieur, elle est encore fraîche. Eh bien, en quelque sorte, ça tient. Je suis surpris. Le polycarbonate n'a pas été poncé, c'est-à-dire qu'aucune rayure n'a été faite dessus. Je suis vraiment étonné. Je pensais, pour une raison quelconque, qu'il n'y aurait pas du tout d'adhérence. Et ces deux échantillons ici, d'un côté, il y a du verre peint avec un primaire. Et ici, il y a juste du primaire sur le polycarbonate. Voyons maintenant si la peinture, avec le primaire, va se décoller. C'est la même histoire. La colle est restée ici, la colle est restée ici, mais on voit qu'il s'est écoulé peu de temps et la colle à l'intérieur est encore fraîche. L'adhérence est excellente. Dans ce cas, le problème, c'est qu'il s'est écoulé peu de temps. On voit qu'il faut plus de temps pour qu'il colle à l'intérieur. Ça ne s'est pas décollé du verre. La peinture ne s'est pas détachée du primaire. Parfait. J'ai déjà fait 2 échantillons identiques à celui-ci. Donc, la méthode fonctionne. Et nous allons faire de même avec notre grande vitre. Sur la base, nous allons faire une légère rayure avec une ponceuse avant d'appliquer le primaire. Nous allons coller ici des entretoises, des petites bagues souples d'environ 1 à 3 mm. Elles sont nécessaires pour que la vitre ne touche pas le métal. C'est précisément pour laisser de la place à la colle afin de ne pas l'écraser ou la faire sortir complètement. Comme outil, nous avons ce vieux pistolet de grand-père. Et avec ces tubes, nous devons appliquer plus de 10 mètres. Coudre avec cette colle, c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers des professionnels afin que les gars viennent avec des outils professionnels et de la bonne colle. Tout cela a été infligé. Et ils l'ont fait de manière très belle et fiable. Nous allons le démonter des 2 côtés. Voilà à quoi cela ressemble de ce côté. Et arrête. C'est une très bonne chose qui est effectivement sortie. Au final, nous avons demandé à des vitriers professionnels de nous aider à appliquer le mastic. Et pendant que les gars s'en occupent, encore quelques réflexions sur le projet. La Boucanka du futur est le premier projet automobile de la chaîne et il a commencé pour le fun. Bien sûr, c'est un miracle. Nous n'arriverons jamais à l'immatriculer ni à rouler sur les routes publiques, mais ce n'était pas l'objectif. Après 2 ans, nous avons grandi. Et bien sûr, aujourd'hui, nous ne nous lancerions plus dans un tel projet car il est très douloureux de passer quelques années, d'investir beaucoup d'argent et de nerfs juste pour un monument dans le garage. Mais abandonner le projet à mi-chemin aurait été au minimum malhonnête envers vous. C'est pourquoi nous sommes fermement décidés à le terminer dans un avenir proche et à le faire du mieux possible, dans la mesure du possible. Même si la voiture restera dans le garage. Et au mieux, elle ne sortira qu'en dépanneuse pour participer à certains événements. Dès le début, nous savions que la carrosserie devait être légèrement courbée et, en conséquence, nous avons fabriqué la base avec cette forme. Sinon, cela aurait vraiment ressemblé à une serre. Ainsi maintenant, la feuille de polycarbonate épouse la forme de ces éléments et dans l'ensemble, le plan a fonctionné. Mais ce sont les éléments les plus simples. Malheureusement, il y en a d'autres sur la carrosserie. Nous sommes arrivés aux éléments très complexes, mais qui sont légers. Pourquoi légers? Parce qu'ici, il s'agit d'une simple bande. Mais elle doit être courbée et à l'avant, nos plaques doivent aussi être courbées. Sur toute la largeur du fourgon, cela fait 2 mètres et nous n'avons aucune expérience dans le cintrage du polycarbonate. Il est évident qu'il faut acquérir cette expérience d'une manière ou d'une autre, peut-être regarder quelque chose sur YouTube, mais pour l'instant, nous allons essayer de plier cette plaque nous-mêmes avec 2 sèche-cheveux. Il est clair qu'une telle technique ne fonctionnera pas pour la partie avant et il est possible que cela ne marche pas non plus avec les sèche-cheveux. Je vais chercher sur Google à quelle température le polycarbonate se plie, nous verrons à quelle température il commence à bouillir et comment il se comporte. Est-ce que nous allons y arriver ou pas? Nous le saurons plus tard. Qu'avons-nous compris?
Il est assez facile de plier une bande aussi fine et étroite, et elle ne bout pas du tout grâce à son épaisseur vraiment significative. On voit que la capacité thermique s'accumule là parce que j'ai essayé de plier des bandes fines et elles bouillent vraiment très vite et facilement. Sur une telle largeur, ça n'a pas bouilli. Il est clair qu'il nous faut une largeur 10 fois plus grande. Bon, il y a une chance. Il faut essayer, il faut aussi enlever le film protecteur parce que ce film boute et laisse de la colle qu'il sera ensuite très difficile d'enlever. Voilà, essayons encore une fois. Observation intéressante. Quand on chauffe le polycarbonate de ce côté, il se courbe de lui-même dans la direction opposée, ce qui permet de le redresser. Si on chauffe de ce côté, c'est jusqu'au moment où il devient plastique, il commence déjà à se plier. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'avec ce décapeur thermique, je n'ai pas réussi à faire bouillir ce plastique, ce qui est très bien. Bon, là il a quand même fini par bouillir, enfin il a vraiment subi une surchauffe importante, mais il est devenu très facile à plier, vraiment. Voilà, des bulles sont apparues, il a bouilli, j'ai essayé de mesurer la température avec un pyromètre, mais comme c'est un matériau transparent, je ne sais pas, il indique 120, il me semble que ça devrait déjà être 142, mais ça devrait être bien plus, parce que le décapeur, je pense... Il souffle à une température d'environ 500 degrés Celsius, ce qui est une chaleur considérable et nécessaire pour nos expérimentations. Nous allons maintenant procéder à un essai avec un morceau spécifiquement conçu pour cette expérience, un échantillon expérimental que nous avons préparé. Ici, pour assurer sa stabilité et sa bonne tenue pendant le processus, nous l'avons solidement fixé par le dessus, en utilisant des vis robustes pour le maintenir fermement en place et éviter tout mouvement indésirable durant l'opération. Voilà, maintenant on chauffe par le dessus et on observe comment il chauffe, et si c'est même possible de le faire. Comme vous pouvez le voir, dans l'ensemble la technologie fonctionne, mais il y a toujours un mais. Nous avons acquis une première expérience. Voilà, on l'a plié de travers, affreusement mal. Ce que nous avons compris, c'est qu'avec un ou deux décapeurs, nous n'avons pas réussi à chauffer une telle largeur. Le chalumeau à gaz chauffe beaucoup mieux, mais il est très facile de faire bouillir le matériau avec. Le polycarbonate, ici nous avions un support, ici aussi, mais au centre il y avait un creux, et il est clair que notre plastique s'est affaissé au centre. Maintenant, nous pensons prendre une tôle métallique de 1,5 mm et recouvrir cette courbure, puis essayer de plier dans ces conditions, afin qu'il n'y ait pas d'affaissement au centre. C'est-à-dire qu'ici, nous aurons une plaque métallique que nous découperons ensuite et nous chaufferons, toujours avec le chalumeau. Nous continuons à avancer selon le plan établi. Nous avons découpé la tôle, nettoyé et pointé sur place. Finalement, il est devenu clair qu'il serait impossible de chauffer uniformément même une telle bande et, par conséquent, de la plier correctement, sans parler de l'ouverture principale. C'est pourquoi une décision a été prise. De ne pas perdre de temps et de plier ces éléments dans la grande chambre, ce que nous ferons dans le prochain épisode. Maintenant, nous allons nous occuper de l'ajustement de la feuille de polycarbonate pour le vitrage de cette porte avant droite. Comme vous vous en souvenez, nous avons passé beaucoup de temps à jouer avec ça. Nous cherchions des charnières qui nous conviendraient. Finalement, il y a ici des charnières cachées qui ne dépassent pas à l'extérieur. Ensuite, nous avons fabriqué des loquets qui sont actuellement retirés. Et nous avons fait un rebord pour le joint en caoutchouc. Maintenant, nous allons mettre le joint, remettre la porte en place. La nécessité des portes avant, nous n'en avons plus besoin car un seul siège capitaine sera installé au centre et il pourra pivoter à 180 degrés. L'idée, c'est que la porte arrière et la porte latérale nous suffiront. Mais nous n'allons pas souder les portes. Nous allons simplement les fixer avec des boulons et les coller. Le polycarbonate. C'est-à-dire que si, en pratique, cette idée ne nous plaît pas par la suite, si cela s'avère inconfortable, rien ne nous en empêchera. De rendre les portes fonctionnelles. Il suffira alors simplement de découper la feuille de polycarbonate, à cet endroit précis.
En principe, il se peut même que ce ne soit pas nécessaire. Et d'inventer un mécanisme, comme une poignée ou un système d'ouverture de la porte. Car les poignées, ici, ne seraient probablement pas appropriées. Cela arrivera si tout se passe selon le second plan. Et ce ne sera pas pratique. Pour l'instant, nous faisons simplement adhérer la porte. Voici d'autres réflexions concernant la découpe des portes avant. Par exemple, si nous ouvrons la porte de la roue, nous avons un énorme garde au sol, c'est vraiment immense. Ici, une marche serait vraiment nécessaire, mais il n'y en aura pas, car elle ne s'intègre pas dans le design et le concept de la voiture. En conséquence, il faudra lever la jambe très haut en passant par le centre. Nous avons un siège de capitaine qui peut pivoter sur son axe, même si nous, il sera tourné de ce côté-là au moment précis où le conducteur s'y installera, ce qui ne sera vraiment pas très pratique du tout. Donc voilà à quoi cela va ressembler. Disons que le siège s'est tourné de ce côté et tu t'assois. C'est une aventure en soi, même en tenant compte du fait que le siège va pivoter et qu'on pourra s'asseoir depuis là-bas. Et la deuxième option pour monter à bord du conducteur, c'est-à-dire d'une personne en bonne santé, on monte prudemment les marches, on entre dans l'habitacle et on s'affale royalement dans le siège. On tourne le siège dans le sens de la marche, même si, après tout, qui nous interdit de rouler en marche arrière avec le joystick, dos à la route? C'est exact, personne n'interdit de rouler dans l'atelier. D'après le plan, aujourd'hui nous devons terminer le vitrage des deux côtés, ce que vous voyez à l'écran. Selon le schéma déjà bien rodé, nous avons découpé le polycarbonate aux dimensions, découpé les arches, soigneusement poncé et fini les éléments visibles ainsi que les bords des plaques. À ce moment-là, nous avions déjà peint les bandes noires, appliqué le primaire, puis le mastic sur tout le périmètre, et enfin posé les plaques prêtes, celles qui ont une forme simple. À ce jour, voici le résultat que nous avons. On voit maintenant un vrai résultat et des progrès, et il devient clair qu'il ne reste plus grand-chose à faire. Alors, patience à vous comme à nous, merci d'avoir regardé et que la hache vous porte bonheur.